La patronne des écolos, Marine Tondelier, leur répond ce soir. Bonsoir. Ouais, attention. Bonsoir, bienvenue. C'est ce truc-là. Tout va bien? Non, c'est forcément. Bienvenue Marine Tondelier, voici vous. une partie de l'équipe et le public. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes. Depuis plusieurs jours, vous déployez un récit qui n'est pas évident, le récit d'une convergence des écolos et des agriculteurs. Vous y croyez dur comme fer. Est-ce que vous comprenez que pour l'opinion publique, c'est un peu plus difficile à voir? C'est pas une question de croire ou pas, c'est que c'est les faits. Et que le premier candidat des écologistes à la présidentielle, c'était il y a pile 50 ans. René Dumont. En 1974. René Dumont, il était ingénieur agronome. Et c'est parce qu'il travaillait cette science de l'agriculture qu'il était venu mécaniquement à l'écologie. Et depuis des décennies, nous avons des luttes convergentes avec celles des agriculteurs, de manière constante, pied à pied. On travaille contre les traités de libre-échange. De manière constante, pied à pied, on travaille à protéger les terres agricoles de l'artificialisation du béton. On travaille à mettre plus de produits bio et locaux dans les cantines. Vous savez que c'est 3,4 milliards de repas par an, la restauration collective. Et dans nos mairies écolos, c'est plus de bio et de local que partout ailleurs. Et si ça, ce n'est pas des convergences objectives entre les écolos et les agriculteurs, alors je ne comprends pas. Alors, quand vous entendez ça... Je lance un message à Madame Rousseau, à Monsieur Jadot, aux journalistes Hugo Clément, qu'ils passent leur temps, leur vie à critiquer l'agriculture. Il n'y a pas un agriculteur qui vous dira pas que les écolos nous mettent pas une pression de fou et dénigrent notre travail. Il y a des traitements qui sont indispensables, sauf que le produit, on nous l'interdit, mais on nous met rien d'autre à la place. Où on se tourne, on nous rajoute des contraintes et des normes. 4 à 7% de jachère, c'est beaucoup trop. Il faut qu'on fasse des OGM comme les Américains. Les mesures complètement dingues que la Commission européenne prend. Vous leur répondez quoi? Ce qu'on entend, c'est une pression de fou sur eux. Non, mais ils ont raison sur beaucoup de choses. Ce que je veux juste dire, c'est qu'au premier moment du mouvement, il y a eu un sondage, pas fait par moi, fait par les instituts de sondage officiels, qui montrait que 84% des sympathisants d'Europe Écologie Les Verts, de mon mouvement, soutenaient de manière très spontanée ce mouvement. Si c'était un mouvement contre nous, on ne serait pas en train de le soutenir de manière spontanée. Le vrai problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est les revenus, c'est le partage des revenus. En un an, il y a les prix auxquels les agriculteurs vendent leur production a baissé de 9%. Donc c'est des revenus en moins pour eux et surtout que les charges augmentent. Et dans le même temps, vous, moi, tout le monde, quand on va faire nos courses, on achète les produits alimentaires 8% plus chers. Donc on est tous... Vous répondez pas à ces je vais y gens-là. venir, vous allez voir. Parce qu'on que est là, les pour l'instant, dindons vous tous répondez d'une pas. même farce. Là, vous Donc parlez moi, je d'autre pense chose. que les consommateurs devraient être avec eux sur les barricades puisque c'est les marges, en gros, de la grande distribution qui ont eux augmenté vous de 80%. disent, nous, on veut Mais ce que je vous dis utiliser juste, des produits monsieur, phytosanitaires ce que je vous dis, monsieur pour Apathy, c'est préserver nos que cultures. quand on crève de son métier, Les écologistes quand on est nous en 18% sous le seuil de pauvreté, quand 200 exploitations disparaissent chaque semaine et qu'il y a 1-2 suicides paysans par jour, alors tout effort supplémentaire est inacceptable. Et c'est normal. L'écologie, elle est acceptable que si elle est juste. Et ce qui est proposé par le gouvernement, ça n'est pas juste. Ils font de l'écologie à la Macronie, c'est-à-dire que tout d'un coup, du jour au lendemain, allez hop, on vous taxe plus l'essence pour les tracteurs. Sauf que vous voyez... la pression sur le bio, par exemple. La pression sur le bio, vous parlez de quoi? Du fait qu'il y ait trop de bio ou que la filière bio va mal? Parce que la filière bio va très mal. Non, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ont beaucoup investi, on n'y arrive pas. Là, hier, Gabriel Attal a promis 50 millions de plus pour le bio. On a l'impression que c'est beaucoup d'argent. Il y a 60 000 fermes bio en France. Ça fait 800 € par ferme. C'est le prix d'un pneu de tracteur. Un pneu de tracteur. Pourquoi le bio va mal en France? Parce que le gouvernement français, c'est pas l'Europe, c'est la manière dont la France applique ce que propose l'Europe, a décidé de sabrer les aides au bio. Avant, quand vous passiez en bio, vous avez une aide à la conversion pendant 5 ans, parce qu'évidemment, c'est un moment de transition. Puis après, vous aviez une aide au maintien, parce qu'un agriculteur bio, il rend service à l'environnement. Ces aides au maintien, elles ont été supprimées. Et donc, le bio va mal aussi parce que ça coûte trop cher pour les consommateurs. C'est ça. Oui. En fait, de moins en moins, parce que figurez-vous que j'étais dans une ferme bio ce matin, justement, en Franche-Comté, et qu'en fait, les agriculteurs bio vendent leur production sur certains produits, c'est quasiment le prix du conventionnel aujourd'hui. Donc il n'y a même plus cette différence pour eux, alors que ils font autrement et que ça leur prend plus de temps. Et ça, c'est pas du tout pris en charge par la manière dont le secteur agricole est subventionné. Mais donc du coup, moi vraiment, la colère du monde agricole, je la comprends, je la partage. Je suis petite fille d'agriculteur. Ça ne veut pas dire que je suis experte mondiale du sujet. Tout votre discours vous a mis tous les agriculteurs à dos et vous dites aujourd'hui, je comprends la colère des agriculteurs. Non, c'est pas vrai qu'on a tous les agriculteurs à dos, parce que vous savez... Est-ce qu'on peut parler de l'eau, par exemple? Avec plaisir. L'eau va de René plus en Dumont, en plus... 1974, avait dit ceci est un verre d'eau et bientôt il n'y en aura plus. Tout le monde s'était moqué de lui, puis aujourd'hui on y est. Et du on se rend coup, compte qu'il y a vraiment un problème en eau. les bassines de stockage. Et moi, ce que je vous dis premièrement sur l'eau, c'est que si on ne protège pas la ressource en eau et si on ne protège pas les sols, alors on ne peut pas protéger l'agriculture. C'est pas possible.
Il n'y a pas d'agriculture à long terme sans écologie et l'écologie ne se fera pas sans les agriculteurs. Sur l'eau, le sujet est très simple. On est parfois caricaturé. Mais moi, par exemple, j'ai un jardin et dedans, j'ai un réservoir d'eau où, oui, je stocke l'eau de pluie qui tombe du ciel pour arroser mes plantes l'été quand il y a la sécheresse. C'est ce que tout le monde devrait faire dans son jardin s'il en a, ou les agriculteurs. Notre problème, ce n'est pas les retenues d'eau tout le temps partout. C'est les méga bassines qui font la taille de je ne sais combien de piscines olympiques et qui vont pomper dans la nappe phréatique. Là, c'est pas possible parce que la meilleure manière de stocker de l'eau, la nature l'a inventée, qui souvent, comme chacun sait, fait bien les choses. Ça s'appelle la nappe phréatique. Et donc, l'idée même, réfléchis, c'est d'aller pomper l'hiver dans la nappe phréatique, ce qui la dérègle parce que l'hiver, c'est le moment où elle se recharge. Pour pouvoir l'été, quand il y a une sécheresse, arroser avec l'eau qu'on a stockée mais qui s'est un peu évaporée, du coup d'artificialiser, parce que toute la surface de cette bassine, c'est des terres agricoles en moins, de privatiser cette eau, parce que c'est pas vrai que tous les agriculteurs veulent des bassines. Il y a des agriculteurs qui sont liés à cette bassine et qui disent, moi, du coup, j'aurai plus d'eau, et même quand il y aura l'arrêté sécheresse, je pourrai arroser. Et il y a tous ceux qui sont contre parce qu'ils n'y auront pas accès et que ça leur donnera moins d'eau pour eux. C'est-à-dire tous les riverains, ceux qui ne pourront pas remplir leur piscine, ceux qui ne pourront pas arroser leur jardin, parce que quand il y a un arrêté sécheresse, on n'a plus le droit de faire ça. Et les agriculteurs, des maraîchers, etc., qui ne pourront pas arroser, eux, leur culture, mais pendant plus longtemps, parce que, comme on aura déréglé le cycle de l'eau, il y aura moins d'eau pour tout le monde. L'eau, c'est un bien commun. Ils ne l'entendent pas alors qu'ils savent très bien comment ça fonctionne. Parce que le dialogue est sûrement parfois compliqué, et compliqué par le fait qu'il y a une tension telle dans ce métier, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, que c'est difficile de projeter au-delà de ces difficultés. Mais j'ai l'impression aussi que beaucoup de politiques souffrent sur les braises. Quand j'entends le Premier ministre, qui est quand même Premier ministre, normalement il doit être au-dessus de la mêlée, il doit être honnête, il doit faire attention à ce qu'il dit, il doit apaiser, garantir la cohésion. Il a parlé d'une écologie de la brutalité. Quand il explique ça, quand il dit qu'en gros, il pointe les écolos comme une cible, outre que ça nous met en danger sur les territoires, il faut quand même savoir qu'être militant écolo aujourd'hui, c'est pas facile partout, mais en plus c'est faux. C'est une stratégie, moi, que j'appelle du bouc émissaire. Vous savez, depuis l'Antiquité, en politique, quand il n'a plus de solution, qu'il ne sait plus quoi raconter, il désigne une victime expiatoire. Bon, les écolos font une victime expiatoire idéale. Les boucs émissaires, par principe, c'est toujours innocent, donc moi, ça me va. Mais la réalité, c'est que vous pouvez supprimer tous les écologistes de France et même du monde, il y aura quand même un problème d'eau, il y aura quand même un problème pour faire de l'agriculture, du maïs, par exemple, dans une France à plus 4 degrés au même endroit qu'avant. Et la réalité, c'est que c'est quand même pas nous qui sommes ministres de l'Agriculture depuis des décennies. Quel est dans ce cas le point de blocage? Vous parlez des convergences depuis tout à l'heure, c'est quoi? C'est les produits phytosanitaires, c'est ça le sujet principal? Mais même là-dessus, la réalité, c'est que personne ne nie dans le milieu agricole que c'est un problème que 60% des oiseaux des champs aient disparu en 40 ans. Je ne sais pas si vous vous représentez, il y a un quart des oiseaux d'Europe qui ont disparu en 40 ans et 60% des oiseaux des champs, dû aux phytosanitaires et à la disparition des haies. Les agriculteurs, ils ne suppriment pas les haies parce qu'ils n'aiment pas les haies. Ils suppriment les haies parce que le système de subvention européen de l'agriculture, ce qu'on appelle la PAC, incite à supprimer les haies, ce qui est une aberration environnementale. Et donc, ça, ils le savent. Ils voient bien que les pesticides, il y a un problème pour la santé des Français en général, des riverains en particulier, et surtout des agriculteurs eux-mêmes. Beaucoup veulent en utiliser les pesticides. Comment ? Beaucoup veulent en utiliser les pesticides. Parce que c'est comme ça qu'on leur a appris à faire, parce que c'est comme ça qu'on leur dit de faire, et parce que c'est comme ça aussi qu'on les incite à faire. Mais tout le monde voit bien le problème. Peut-être que là où on diverge, parce qu'on ne parle pas du même endroit et on est chacun dans notre rôle, c'est sur le rythme auquel il faut aller. Et encore une fois, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème du pouvoir d'achat des agriculteurs et de leurs revenus... Non mais... En fait, à un moment, il faut se diriger vers les vrais responsables. Je vous donne l'exemple de Lactalis, il est intéressant, c'est le plus gros acheteur de lait en France. Un éleveur laitier aujourd'hui, il va vendre 1000 litres de lait 405 €, un peu d'arithmétique. Il y a un an, c'était 455 € pour 1000 litres. C'est-à-dire que quand vous achetez, je n'ai pas ramené mon litre de lait Lactel, quand vous achetez 1,26 € ce litre de lait, il n'y a que 40 centimes pour l'éleveur. Mais pourquoi même en termes de stratégie? Mais vous savez, non mais attendez, je finis quand même pour dire que Lactalis, c'est 2 frères et une sœur, 43 milliards de fortune à eux 3. Et que c'est le revenu que touchera un éleveur bovin s'il travaille 2 500 000 ans. Et donc évidemment que ça ne peut pas marcher, évidemment qu'à un moment ça craque, et la réalité c'est que dans ce pays ça craque de partout. La seule différence c'est que les infirmières, les profs, les AESH et beaucoup d'autres professions n'ont pas de tracteur. Et donc je pense que ce qui se passe en France fait plaisir quelque part à beaucoup de gens qui se sentent méprisés par ce gouvernement, méprisés par ces politiques. Il y a quand même plus en plus de gens qui vont mal dans ce pays, à qui on demande toujours plus d'efforts. Quand Gabriel Attal et son gouvernement, depuis l'arrivée de Macron, demandent des ailes supplémentaires à ceux qui ont les APL, eux ils doivent faire des efforts supplémentaires. Ceux qui sont chômeurs, eux, ils doivent faire des efforts supplémentaires. Les gens au RSA, il faut qu'ils fassent des efforts supplémentaires. Les gens qui payent l'électricité, c'est-à-dire tout le monde, 10% de plus au 1er février. Et eux, ils font des efforts quand? Quand est-ce qu'on leur a demandé de faire plus d'efforts aux milliardaires? x5, leur fortune x5 en 15 ans. Et donc, ça ne peut pas être juste.
Et sur le long terme, c'est obligé de craquer. Et je pense que cette colère des agriculteurs fait du bien en fait à tout le monde parce que beaucoup de gens sont en colère dans ce pays. Continue la discussion tout à l'heure. Jean-Michel a quelque chose à vous dire. Ah, oui, j'ai très peur. Non, vous n'avez pas de raison d'avoir peur, mais c'est un peu la discussion qu'on a là. Vous ne savez pas vous faire comprendre et entendre. Il y a deux grandes crises aujourd'hui. L'humanité est confrontée à deux grandes crises. L'Europe est confrontée à deux grandes crises. La crise climatique et la crise migratoire. Les gens qui fuient leur pays parce qu'il y a la guerre et il y a la faim, mais quelquefois c'est la crise climatique qui peut susciter ou aggraver ces crises-là. Vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Vos résultats électoraux en Europe sont catastrophiques. Parce que le populisme, c'est plus simple. Alors que l'extrême droite qui parle des crises migratoires a visiblement réussi à faire partager ses préoccupations et ses obsessions à l'opinion publique. On va regarder une carte politique de l'Europe. Partout, l'extrême droite est en pleine ascension. Elle peut être associée au gouvernement en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie, en Italie. Elle est très forte en Suède, aux Pays-Bas, elle est en pleine expansion. On a vu qu'il y avait de l'ambiance en Suède. En Allemagne, en Belgique, en Espagne, Vox, les franquistes, on n'imaginait pas cela. Les franquistes sont en train de retrouver de l'audience auprès des Espagnols. Et en France, c'est pareil. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen se qualifie, alors que Yannick Jadot est en dessous des 5%. Je m'en rappelle, j'étais là. Vous êtes les plus mauvais pédagogues qui puissent exister sur la scène politique. Je pense pas que ce soit vous ne de savez pas expliquer la crise et ses conséquences. Et ne parlons pas du passé, parlons du futur. L'extrême droite, en France, pour le scrutin européen du 9 juin. La liste va être dirigée par une superstar. Je ne vais même pas la nommer, ça n'est plus la peine. On regarde. Jordan, on vous aime, on vous aime, on vous aime. C'est gentil, moi aussi je vous aime, merci. Moi aussi, je vous aime. Jordan, on t'aime. Ben ça, si vous voulez, à la tête de liste écolo, je ne suis pas sûr qu'on va beaucoup le lui dire. D'ailleurs, comment s'appelle la tête de liste écolo ? Marie Toussaint. Marie Toussaint, on le sait tous. Voilà. Alors on va juste la voir en photo parce que je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse. Marie Toussaint va diriger la liste écologiste. Elle a l'air beaucoup plus sympa déjà. Ah, ça c'est possible qu'elle soit plus sympa, j'en sais rien. C'est pas la sympathie que ça se mesure, c'est au nombre de bulletins de vote. Et pas sûr qu'elle ait plus de bulletins de vote que Jordan on t'aime le 9 juin au soir. Et on se demande pourquoi vous êtes aussi mauvais, au fond. Alors, déjà, vous êtes dur. Est-ce qu'il manque une star ? Ce que dit oui, mais la politique, c'est pas la Star Academy. Non, alors une star, elle existe parce qu'elle sait toucher l'opinion publique. C'est pas artificiel une star en politique. C'est parce qu'une personnalité sait mettre en scène les préoccupations et les émotions d'une opinion publique à un moment donné. L'extrême droite y arrive, Emmanuel Macron y est arrivé, vous n'y arrivez jamais. C'est pas vrai qu'on n'y arrive jamais. En 2019, on avait créé une belle surprise aux élections européennes où je vous rappelle que le matin du vote, on était donné à 6%. En 2019. On était donné à 6% dans les sondages le matin et les résultats le soir nous donnaient à 13%. Pour moi, l'écologie, en tant qu'écologiste, moi je ne considère pas que la politique c'est la Star Academy, que c'est un concours de beauté, de notoriété, de pipolisation, parce que ça fait du mal en fait au débat politique. On voit bien aujourd'hui, on est à l'heure de l'instagramisation de la politique. Il y a des députés qui confondent l'Assemblée nationale avec un décor de vidéos TikTok, et en fait ça très peu apporté au débat politique. Vous parliez vous-même de Renaud Dumont en 1974, qui a marqué les esprits. Oui, on en parle. C'est contradictoire avec ce que vous dites maintenant. Il a été moqué à l'époque. Oui, et il n'avait pas fait un très bon score, vous vous rappelez? Non, mais il a marqué les opinions publiques. Mais il avait raison avant tout le monde, et sans doute, n'est-ce pas très bon dans la vie d'avoir raison avant tout le monde, d'avoir raison trop tôt, comme on dit parfois. Si ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on progresse, je suis entièrement d'accord avec vous. Si ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on travaille mieux, je sais pas, les réseaux sociaux, c'est pas un truc très écolo en fait, vous voyez? Quand on est militant écolo, on a envie d'aller sauver le muscardin doré contre le contournement est de Rouen, on a envie d'aller étudier la nature, d'aller passer du temps en forêt pour se ressourcer. Et que ça se sache. Parfois, peut-être même pour plein de... Comment? Que ça se sache. Oui, mais peut-être que pour plein de copains, il y a une forme soit de résignation, soit de à quoi bon. Il y a une grande fatigue quand même du militantisme globalement. C'est dur en ce moment. Et donc moi, je fais partie de celles et ceux qui s'accrochent. C'est dur ce que vous dites. Comment? C'est dur ce que vous dites. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Je pense que beaucoup de gens qui nous regardent, s'ils sont convaincus... Ceux d'à côté, ils n'en ont pas marre, hein. Ils réussissent. Non, mais ça, c'est sûr. Mais je vais vous dire, agiter les haines, essayer de crier plus fort que le voisin, mentir, diffamer, calomnier, faire de la manipulation mentale, faire de la démagogie, tout ça. Mais c'est terrible ce que vous dites, la résignation. Non, je vous dis que je le sens parfois chez certains parce que, en fait, quand vous êtes écolo et que vous dites, bah, attendez, on est en 2024 et les enfants qui naissent cette année, on n'est pas sûr que l'année de leurs 30 ans,
la planète sera encore habitable. C'est extrêmement dur comme constat. Et évidemment qu'il y a des gens qui sont résignés, qu'il y a des gens qui dépriment, qu'il y a des gens qui veulent agir mais qui ne comprennent pas exactement comment. Et ce qu'on a fait chez Europe Écologie Les Verts, c'est de créer ce nouveau mouvement, les écologistes, qu'on est en train de lancer et qui vise un peu à donner beaucoup d'espoir aux gens. Parce que moi, si je suis là, c'est que je fais partie des gens qui ne se résignent pas. Et je peux vous dire qu'il y en a partout sur le territoire, qu'on a des maires écologistes qui aujourd'hui changent la vie de millions de Français, monsieur Apathy, déjà maintenant, qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est des villes dans lesquelles, quand il y a une canicule, bah oui, on voit la différence. C'est des villes dans lesquelles, par exemple, le budget agriculture a été multiplié par 4 à la métropole de Lyon. Ce sont des villes où, sur l'aide d'urgence au logement, l'hébergement d'urgence, métropole de Lyon, depuis 2020, fois 50 le nombre de places en hébergement d'urgence. C'est des endroits où il y a plus d'arbres, plus de pistes cyclables, où vos enfants ils mangent mieux à la cantine et vos parents mieux à l'EHPAD. Et tout ça, bah, moi, en fait, ça me donne beaucoup d'énergie. Et donc, je peux laisser Jordan Bardella sur TikTok, et peut-être même qu'il faut que j'aille plus sur TikTok si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Et je dirais que c'est vous qui m'avez dit de le faire. Mais la réalité, c'est que les écolos, voilà, ils sont au travail dans les territoires, ils sont au travail pour l'Europe. Parce que je pense qu'on est les plus assidus là-bas. Et que vous voyez, quand on parle de la PAC pour réformer les subventions aux agriculteurs, c'est là-bas que ça se passe, c'est renégocié l'année prochaine. Et qu'avoir plus d'écolos là-bas, ça change tout à la fin. On l'a vu dans ce mandat et dans les précédents. On marque une pause et on continue la discussion quand on revient tout de suite. Merci de regarder Quotidien. Ah, c'est parti trop tôt, je crois. Merci de regarder Quotidien. On est ce soir avec la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Et ce soir, juste après Quotidien, pour la première fois en prime, une grande saga sur le pénis. Tout, vous saurez tout sur le pénis avec toi, Maya. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Un tout petit peu plus. Déjà, ce sera le premier grand documentaire sur le pénis qui va passer en prime. Et c'est vraiment important parce qu'on a souvent l'impression que c'est un sujet un peu rigolo et que du coup, peut-être, ça ne mérite pas les honneurs de la télévision. Et là, ce qui est génial dans le documentaire, c'est qu'on a aussi pu avoir des gens qui... Non, exactement. Et c'est des gens qui témoignent face caméra, qui sont pas... Alors, il y a une seule personne qui s'est cachée pour les raisons qu'on découvrira juste après. Alors, c'est quelqu'un qui a fait de la chirurgie pour son pénis et qui ne voulait pas qu'on reconnaisse son visage pour des raisons évidentes. Et je trouve que sur des sujets comme ça qui sont vachement tabous, c'est important que les gens vraiment se montrent. Et dans ce cas-là, je me dis pour les gens qui vont le regarder, notamment pour les jeunes personnes qui vont regarder le documentaire, pouvoir se dire que les questions qui se posent sont des questions légitimes, que ce sont des questions qu'on va interroger à la télévision et que des gens peuvent aborder. Et puis aussi, c'est un sujet vraiment riche. Donc on regarde tout ça tout à l'heure, juste après l'émission. Juste après Quotidien. En attendant, et sans lien direct, le 20h15 Express de Paul Gasnier. J'ai dit sans lien. Direct. Direct. Il y a un lien, mais pas direct. La pression sur Paris monte d'un cran, si j'ose dire. L'image du jour, c'est celle de l'interpellation de 79 agriculteurs qui ont tenté de bloquer le marché de Rungis. C'était cet après-midi. Nous, on va vous raconter cet après-midi, donc, des dizaines d'interpellations. Nous, on va vous raconter toute cette journée et ce qui s'est passé avant. Depuis le début de la semaine, on suit les blocages et la progression des agriculteurs. Hier soir, on a terminé le 20h15 sur cette image, sur l'A6 au niveau de Chilly-Mazarin. D'un côté, les fourgons de gendarmerie et de l'autre, lumière éteinte, des dizaines de tracteurs qui leur font face. Ce matin, retour au même endroit. La situation n'a pas bougé. La plupart des agriculteurs ont dormi là et restent déterminés. Vous pouvez voir qu'on se laisse pas abattre. On a amené du canard de chez nous, du Périgord. C'est pas celui d'Ukraine ou de Hongrie. Vous l'avez pas importé? Non, il est de chez nous celui-là. La présence des blindés de gendarmerie, même pas peur. Si vous voulez, il y a 150 tracteurs. Si on avait la volonté de les pousser, on y arriverait. Vous n'avez pas la volonté? Non, pas du tout. On n'est pas là pour ça, on a le soutien du public aujourd'hui, on n'est pas là pour passer de mauvaises images. Ici, la situation est figée. Abda décide donc de partir pour le marché de Rungis, une cible des agriculteurs. On est journalistes, comme tous les matins, on est là. Ce matin, le dispositif policier était musclé. Des dizaines d'agriculteurs ont été interpellés ou placés en garde à vue pour avoir tenté de bloquer le site. Je suis photographe, je les ai suivis tout le long, je sais tout ce qui s'est passé. Et le tracteur, il est à qui? Le tracteur, un agriculteur qui s'est fait embarquer, qui s'est fait arrêter après leur action du jour là jusqu'à Rungis. Les tracteurs des personnes arrêtées sont redirigés sous escorte dans une zone du marché. La mission accomplie? Ben oui, je pense que c'est un exploit d'être venu jusque-là, symboliquement.
d'avoir montré qu'on est capable de faire ça, de venir ici alors qu'on nous avait dit restez chez vous. Mission accomplie à Rungis, donc retour sur l'A6 à Chilly-Mazarin où les agriculteurs ont prévu une belle image pour les caméras. Venez derrière. On va devant la caméra. Attendez les gars, les gars qu'on voit les sirènes. Oui, c'est des panneaux retournés, Olivier, et je suis avec Thierry Desforges et son équipe parce que vous êtes allé chercher les panneaux Paris. Bah oui, parce qu'on ne peut pas rentrer dans Paris, on ne peut pas aller à Paris, on a été chercher Paris. Les panneaux, c'est quoi là? C'est un coup de com'? Ouais, c'est un coup de com'. On a hésité, on voulait démonter la Tour Eiffel, mais c'était un peu... c'était trop long. Galère. C'était trop galère, donc on a choisi des symboles. Les agriculteurs ont donc renversé Paris symboliquement. Avant de partir, Abda avait une dernière question. C'est comment votre prénom? Lydie. Marine. Ah bah on reçoit Marine Tondelier ce soir. Ah, je sais pas qui c'est. Les écologistes. Oh, super. Ravi. Enchanté. Si vous aviez un message à votre homonyme Marine Tondelier, vous lui diriez quoi? Bah, ne tapez pas sur les agriculteurs, tapez sur les bonnes personnes, quoi. Tapez sur les industriels qui polluent des milliers de fois plus que nous, mais parce que du coup, il y a un gros lobby, que du coup, ils sont plus forts que nous. Du coup, nous, on ferme notre gueule parce qu'on est les pieds dans la terre et qu'on dit rien parce que, parce qu'on bosse, parce qu'on n'a pas le temps de se défendre comme il faut, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, arrêtons de nous taper dessus, quoi. Ils ont l'impression d'être des punching balls. Non, mais c'est assez performatif. Vous voyez, Gabriel Attal dit il y a les écolos qui vous tapent dessus. Enfin, il y a aussi un récit comme ça qui est alimenté. Non, mais la dame, elle dit exactement la même chose que je vous ai dit. Elle a dit le problème, c'est pas nous, c'est les industriels. Et je vous ai dit exactement la même chose. Nous sommes d'accord là-dessus. Je pense après que, ça je l'admets, il y a pu avoir des préjugés mutuels entre les agriculteurs et les écolos. Je le sais parce que depuis que je suis secrétaire nationale des Verts, et même avant, les déplacements que j'ai le plus fait, c'est des déplacements dans des fermes. Et dans tout type de fermes. Je ne vais pas voir que des fermes bio avec lesquelles je suis complètement alignée, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire de la politique. Il faut aller voir tout le monde. Et si on veut vraiment faire la transition de l'agriculture, on devra la faire avec tout le monde. Et donc je suis bien placée pour savoir que tout le monde ne part pas du même endroit, qu'il peut y avoir des préjugés. J'ai même dit au Salon de l'agriculture l'année dernière à quelqu'un qui me parlait de manière assez vive qu'il avait sûrement plus de préjugés sur moi que j'en avais sur lui. Et moi, je suis là pour travailler à ces préjugés. Je suis là pour faire redescendre la pression. C'est ce qu'on appelle la désescalade, qu'on pratique beaucoup dans les mouvements non violents comme le mien. Et donc, voilà, c'est un dialogue qu'on a à confirmer. On avait prévenu avec Benoît Biteau, que vous voyez à l'écran, dont je suis très fière parce que c'est lui qui négocie pour les écolos la PAC au niveau européen. Et il est éleveur en Charente, c'est un éleveur paysan. Et donc, vous voyez, nous, on fait confiance à cette profession. Et avec lui, on va 15 jours en tournée là, dans toutes les fermes avant de son agriculture, comme on avait prévu de le faire depuis longtemps. Mais je vais aussi rencontrer les jeunes agriculteurs, la FNSEA, tout le monde. Et c'est comme ça que je travaille. Et donc, toutes celles et ceux qui veulent discuter, qui veulent qu'on vienne les voir sur des barrages, qui veulent qu'on aille dans leur ferme, je leur dis qu'ils nous contactent, nous viendrons. Et ça se passe toujours très bien. On change complètement de sujet, tu nous parles de Taïwan. Oui, Taïwan, parce que ce conflit régional pourrait devenir le prochain grand conflit mondial entre la Chine et les puissances occidentales. Et nous, la France, on risque bien de se retrouver au milieu. On a eu un aperçu de ces tensions à Taïwan il y a 2 semaines avec un incident diplomatique majeur entre la France et la Chine. C'est passé complètement inaperçu. Voilà ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Le 13 janvier, les Taïwanais ont élu un président démocratiquement que la France s'est empressée de féliciter officiellement en rappelant que Taïwan était un pays démocratique et respectueux des droits de l'homme. Sauf que, problème, la Chine, elle, ne reconnaît pas Taïwan. Elle considère que Taïwan lui appartient, que c'est une province chinoise qu'elle va reconquérir un jour. Et l'ambassadeur de Chine en France, qui est connu pour être un diplomate très agressif, quand il a vu que la France applaudissait ces élections officiellement, il était hors de lui, ni une ni deux. Le jour même, il s'est fendu de ce communiqué lapidaire. Les élections à Taïwan relèvent des affaires intérieures de la Chine sur lesquelles toutes les remarques irresponsables de la part extérieure sont inadmissibles. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Inadmissible qu'on ait félicité le président de Taïwan. Je suis allé interroger Lou Chaillet, l'ambassadeur de Chine en France, qui a publié ce communiqué. Tu vas voir, il était droit dans ses bottes. Samedi, je l'ai croisé lors d'une cérémonie qui célébrait l'amitié franco-chinoise. C'était à Colombey, les 2 églises, le village du général de Gaulle. Avec Fanny Duvaux et Arthur Després, dans les rues de Colombey, on a vu quelques élus locaux et beaucoup de diplomates chinois. Et on a capté cet échange entre un sénateur à droite et le maire de Colombey à gauche. Oui, ils ont des ambitions. Après Taïwan. Oh ben, non, mais pas trop fort. C'est vraiment on ne parle pas de Taïwan, ce sera le sujet tabou de la journée. L'ambassadeur chinois arrive. Bonjour, monsieur le sénateur. Ça va? Oui, ça va. Bonjour, monsieur le très maire. honoré de vous recevoir ici. Merci de votre accueil. Soyez le bienvenu.
Minute de silence au pied de la Croix de Lorraine, dépôt de gerbes. On a bien écouté les discours d'amitié entre les deux pays. Pas une seule fois, le mot Taïwan n'est prononcé. Vous avez parlé de Taïwan avec les Chinois depuis ce matin? Non. Non? Non. Vous en avez pas parlé non plus? On n'est pas là pour parler des sujets qui fâchent un jour de commémoration comme aujourd'hui. On parle des relations entre la France et la Chine. Là, c'est quand même un sujet de discorde qui date d'il y a 2 semaines. Oui, non, c'est une petite discorde. C'est l'écume des jours, ça. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur, juste une question. La France a félicité les élections démocratiques à Taïwan. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous? Pas de question, on est hors boulot. C'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce, ce sujet. Quel éléphant? Les élections à Taïwan il y a 2 semaines. Oui, il n'y a pas de problème à Taïwan. Pas de problème. Depuis son communiqué incendiaire contre la France, l'ambassadeur chinois est-il toujours colère contre nous? La France a félicité le président élu à Taïwan il y a 2 semaines. Dans un communiqué, vous avez déclaré que c'était inadmissible. Pourquoi vous avez dit ça? L'ambassade a déjà exprimé notre position. Nous pensons que c'est une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. Affaires intérieures de la Chine? Oui, bien sûr, parce que Taïwan fait partie intégrante du territoire de la Chine. C'est normal que la France félicite des élections démocratiques, non? Monsieur Louchaï, juste cette question, monsieur Louchaï. C'est pas une question de démocratie ou pas. C'est des élections libres à Taïwan. C'est une question de la souveraineté et de la réunification de la Chine. Mais c'est une bonne nouvelle que les Taïwanais votent démocratiquement ou pas? Voilà, c'est le temps de te gêner. C'est votre point de vue. Et avant de partir, l'ambassadeur de Chine nous a précisé que la Chine sera réunifiée un jour. Ça vous inquiète, on est ce conflit qui arrive? Je trouve qu'entendre des sénateurs français qui disent que c'est l'écume des jours quand on parle du quotidien de Taïwanais, mais même sans parler de Taïwan, en Chine, il y a quand même des gens qui sont réprimés de manière assez forte. Enfin, il y a des sujets hyper graves d'un point de vue droit humain. Et je trouve que quand pour des intérêts économiques ou diplomatiques, on met un peu la poussière sous le tapis sur les droits humains, c'est toujours extrêmement grave. C'est la preuve qu'on pèse pas grand-chose. Qu'une vie vaut une vie. Je remarque que quand la Chine fait un petit communiqué de presse comme ça calme tout le monde et que pendant 24 heures, tout le monde se tait sur les sujets de droits humains. Je trouve ça extrêmement inquiétant pour notre démocratie, à nous. Merci Paul. Quotidien continue, à tout de suite. Merci de regarder Quotidien. On est ce soir avec la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Juste après Quotidien, ce soir, vous saurez tout sur les pénis. Voilà, c'est avec toi, Maya, c'est juste après Quotidien. Un Premier ministre né en 1989, vous êtes né en 1986, un Premier ministre qui revendique son homosexualité, vous qui vous battez pour les droits LGBT, un Premier ministre qui prend en considération les aspirations nouvelles des Français avec un meilleur partage entre travail et temps libre, et vous qui défendez le droit à la paresse, vous devez être contente. Ah, tout va bien. Tout va bien. Le problème, c'est les politiques qui sont menées à la fin, et de ce point de vue-là, tout ne va pas bien du tout. Vous voulez que je dise un truc positif? Voilà, et vous exactement. allez voir que j'en suis très capable, contrairement à la légende. Il y a 2 choses qui auront notre total soutien dans ce qui va être fait par le gouvernement dans les mois qui viennent. C'est quoi? C'est le combat pour l'IVG et pour son inscription dans la Constitution. Vous avez montré tout à l'heure, M. Apathy, la carte d'Europe de l'extrême droite qui progresse. C'est des droits des femmes, notamment avoir accès à la contraception, à l'avortement, qui recule à chaque fois et ça met des vies en danger. L'Assemblée nationale a voté lundi. Exactement, mais maintenant il faut le voter en Congrès, Sénat et Assemblée ensemble. Et la seconde? Et la seconde, c'est la loi sur la fin de vie aussi. C'est le début et la fin quand même, hein. C'est des sujets de société. Et cette loi sur la fin de vie, ça fait longtemps aussi que beaucoup l'attendent. C'est pour moi un sujet transpartisan. Il y a tellement de gens qui sont touchés dans ce pays, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont de proches de malades. Et je pense que c'est une loi sur laquelle on doit y arriver. Sur l'écologie, l'environnement, il n'y a pas des points de convergence? Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai vu M. Attal 1h30 vendredi dernier avec Cyrielle Châtelain, qui est la présidente de notre groupe à l'Assemblée, et Guillaume Gontard, qui est notre président de groupe au Sénat. Et on est sorti de là, on ne va pas vous dire qu'il est désagréable, qu'on s'est tapé dessus. On a parlé de manière cordiale, comme on sait le faire quand on est poli. Mais on est sorti en se disant, il n'a aucun intérêt pour les questions environnementales, vraiment, aucun intérêt. Aucun intérêt pour les questions environnementales. Et aucune compréhension des problématiques sociales, et pas que celles des agriculteurs. Donc quand vous sortez sur ces 2 constats et que vos 2 principaux combats dans la vie, c'est la justice environnementale et la justice sociale, vous êtes un peu désappointés. Et on a entendu après, là, hier, vraiment son discours...
Franchement, sur le logement, ce qu'il a dit, c'est catastrophique. On va en parler du sur logement tout à Sur l'heure. les plus précaires, c'est catastrophique ce qui s'annonce. Et c'est déjà très dur. Il faut regarder la pauvreté qui explose dans notre pays. Enfin, on a 2,4 millions de personnes qui attendent des logements sociaux. Enfin, ça va. On va en parler tout à l'heure avec Christophe 30% Robert, des Français le disent sur du mois, l'écologie, au moins rien. de 100 € sur leur compte en banque. Sur l'écologie, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il a juste dit ah bah ça va, la trajectoire climatique ça va mieux. Ah bon, ça va mieux de où? Même tous les articles que vous lisez sur le sujet montrent que les chiffres qui sont un peu positifs, c'est parce que il y a eu un hiver très doux, donc il y a eu moins de chauffage et comme il y avait la crise énergétique, en plus tout le monde faisait attention. C'est pour ça qu'on a l'impression que commence à avoir une maîtrise des émissions de CO2 de la France, mais c'est très artificiel et très conjoncturel. Bon, lui, du coup, il dit tout va bien, ça va mieux, vraiment, qu'est-ce que c'est fantastique. Et on a fait une planification. Bon, bah, s'il a planifié que ça allait bien, alors on est rassuré. Les réalités, c'est que tous les indicateurs sur l'eau, sur le climat, sur la qualité de l'air, sur la biodiversité, enfin, tout est au rouge. Et que la seule attitude logique, lucide aujourd'hui, c'est d'être quand même un peu inquiet. Plein d'espoir, déterminé à agir, mais quand même inquiet. Ça m'inquiète qu'il ne soit pas, en tout cas. Ces derniers jours, on a vu des élus RN poser devant une pancarte dégueulasse qui vous était adressée à vous, à Sandrine Rousseau. Va faire la soupe, salope. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, plein de choses que je ne vais pas dire parce que moi, je suis polie. Ça faisait référence à une précédente visite on avait en juin été, de vous avec Sandrine Rousseau. C'est ça, on était avec Sandrine Rousseau visiter une ferme dans ce coin. En fait, en réalité, on allait s'opposer à un projet de golf. Parce qu'il y avait trois golfs déjà, ils voulaient en mettre un quatrième, pas du tout pour jouer au golf, parce qu'en fait, mettre un golf dans une zone Natura 2000 protégée permet de construire des hôtels de luxe autour. Il y a une réglementation qui permet ça. Et donc tout le monde disait, mais le golf marchera jamais, c'est pas le sujet, c'est pour ça. Mais sauf que ça consomme de l'eau, un golf, et que celui-là, j'en ai même parlé avec le président de la Fédération française de golf, qui m'a dit, vous avez raison, et d'ailleurs, la semaine dernière, on a gagné. Ce projet de golf ne se fera pas. Mais comme les viticulteurs avaient vu qu'on était là, ils avaient décidé de venir nous chauffer un peu. C'était plus des gens d'extrême droite que des... Enfin, ils avaient plus des méthodes d'extrême droite que des viticulteurs. Et ils avaient dit, il va faire la soupe salope. Franchement, bon, j'aimerais pas être leur femme. Et j'espère qu'ils font la vaisselle à la fin. Mais ils sont en procès, hein, Sandrine Rousseau, la procureure s'est saisie, il y a eu des auditions, donc ils vont être par ailleurs condamnés. Et quand je vois qu'ils revendiquent ce panneau et qu'eux, ils sont contents d'aller poser devant, je me dis que la démocratie va mal quand même. C'est des députés de la nation. Hein. C'est contradictoire avec la politique de Marine Le Pen de normalisation du Rassemblement national. Mais vous pouvez national. mettre un masque souriant sur Marine Le Pen ou sur Jordan Bardella, qui sont des professionnels de la politique coachés à mort. Donc eux, ils arrivent à faire semblant. Ils savent quand l'enlever, mais c'est quand ils sont dans le privé. Eux, ils n'ont pas encore bien eu la formation. Mais en fait, c'est intéressant, ça montre leur vrai visage. Et moi qui suis élue depuis 2014 dans l'opposition au Rassemblement national à Hénin-Beaumont, je peux vous dire que c'est plutôt ça le vrai visage du Rassemblement national et que des menaces comme ça, je ne peux pas vous dire que ça ne me touche pas, mais... Voilà, si je portais plainte à chaque fois qu'il y a ça, je passerais mon temps au tribunal et je n'ai pas envie d'engorger les tribunaux. Et on enlève l'image. Vous restez avec Merci. nous, vous en parliez il y a un instant. Ce soir, on parle de ce rapport, un rapport qui devrait toutes et tous nous alerter. Ce sont les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre sur la pauvreté et le mal-logement. Voici Christophe Robert. Bonsoir Christophe Robert, voici Marine Tondelier, voici une partie d'équipe et le public. On s'était vu il y a quelques mois, on s'était dit que vous reviendriez et vous êtes là, merci d'être là. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Demain, jour pour jour, ce sera les 50 ans de l'appel de l'Abbé Pierre et vous avez choisi 7 dates symboliques pour publier votre nouveau rapport. Et c'est simple, c'est très simple, c'est affolant. Tous les chiffres explosent. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, au final, les choix politiques, les choix économiques, les décisions qui sont prises au fil des années produisent ce que donne à voir ce rapport. C'est-à-dire, tous les chiffres sont dans le rouge. Niveau de production... On peut en donner quelques-uns de chiffres. Allez-y. 15 millions de Français ont un problème de logement. Plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, 9 millions. 26% des ménages ont eu froid chez eux en 23. Il n'y en avait que entre guillemets, 14% en 2020. 2 400 000 ménages sont en attente d'un logement social. 4 100 000 sont mal logés. 12 100 000 personnes fragilisées par rapport au logement. Et il y a 330 000 SDF en France. Oui, et la situation n'a pas toujours été celle-là. Non, ça empire. C'est-à-dire qu'on peut ajouter, qu'est-ce qui s'est passé ? Doublement du nombre de personnes sans domicile. Prenons l'exemple du logement social. 125 000 logements sociaux financés en 2016,
82 000 en 2023. Alors, prenons juste ce moitié chiffre. Moins. Non, pas moitié moins. 40 000 en moins. 45 000 en moins. Donc, ça fait peut-être la moitié, d'ailleurs. Le problème, c'est quand vous construisez 40 000 logements sociaux de moins, une année, plus 2, plus 3, plus 4, ça fait 40 000 solutions de moins pour ceux qui sont en difficulté. Ceux qui sont à la rue, ceux qui sont dans les logements surpeuplés, ceux qui sont dans des logements indignes, ceux qui ne s'en sortent pas dans les conditions actuelles parce qu'ils n'ont pas assez de ressources par rapport à des prix qui ont flambé depuis les années 2000. Qui est responsable de ce manque de logement social, ce manque de construction? Il y a deux choses qui se sont passées pour créer la bombe sociale liée au logement que l'on décrit dans ce rapport. Il y a des choix économiques qui ont été délétères, des coupes dans le budget de l'État sur les APL, qui aident les ménages pauvres et modestes à se loger, sur les bailleurs sociaux. Ces coupes, c'est 4 milliards d'euros par an en moins dans le budget de l'État dédié au logement. Et à chaque fois, vous voyez un lien direct? Mais évidemment, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le logement social, ce n'est pas le marché libre. Donc, si on donne les moyens aux bailleurs sociaux de produire du logement social, voire très social, et qu'on leur fixe des objectifs, et qu'on dit allez, il faut y aller, et qu'on applique la loi SRU, et qu'on dit aux communes qui ne le font pas, vous allez le faire comme on le fait depuis 2000 avec cette loi. Ça se fait. Il y a une époque, on construisait 125 000 logements sociaux, 130 000 logements sociaux, parce qu'il y avait une dynamique dans ce sens-là. Mais si vous choisissez de couper dans ce budget-là, considérant que ça ne sert pas à grand-chose, eh bien, au final, vous voyez les dégâts sociaux. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il y a un moment où il faut se dire que peut-être il y a des gens qui sont dans leur bureau, qui décident de supprimer hier, c'est les annonces du Premier ministre, l'allocation de solidarité spécifique, de solidarité pour les personnes qui sont en fin de droit, par exemple quand ils sont au chômage. On décide ça, on décide de baisser les APL, on décide de réduire les indemnités pour les demandeurs d'emploi, on décide, mais à un moment c'est des gens derrière, c'est des gens qui souffrent, c'est des enfants, c'est des gens qui vivent, qui essayent de se sortir à un moment difficile de leur vie. Et le logement social, c'est pas seulement les pauvres, c'est les catégories modestes, c'est les classes moyennes inférieures. Et ce n'est pas en coupant dans les réponses aux plus fragiles qu'on va résoudre le problème des classes moyennes. Vous voyez, il y a une espèce de tromperie sur la marchandise dans cette histoire. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi un manque de solidarité, de fraternité de la part de tout le monde, de nous? Alors attendez, parce que la deuxième lame qui s'est passée, c'est que on a eu une augmentation des taux, une augmentation des coûts de la construction qui a créé ces situations. Donc ça, c'est des éléments qui ne sont pas liés au monde politique aujourd'hui, même s'il pourrait y avoir une logique économique, une politique économique qui permettrait de réduire les taux. Non, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, cette solidarité de proximité, elle existe encore. Elle est très forte. Elle est très forte, et vous savez ce que nous, on voit à la Fondation Abbé Pierre, c'est justement ceux qui, à un moment où ils rencontrent une chose difficile, des choses difficiles dans leur vie, perte d'un boulot, séparation conjugale, problème de santé, s'ils ont la possibilité de faire appel à cette solidarité de proximité, on ne bascule pas. Par contre, s'ils sont seuls, c'est là où l'intervention de la puissance publique est essentielle pour garder la tête hors de l'eau et ne pas dégringoler finalement dans la précarité. C'est là où c'est fondamental. Donc je crois qu'il y a beaucoup de solidarité. Je crois que par exemple face aujourd'hui au nombre d'enfants à la rue qui est en augmentation, on a certains soirs 3 000 enfants à la rue aujourd'hui qui appellent, alors c'est plus que 3 000 enfants en fait, c'est 3 000 familles avec des enfants qui appellent le 115 le soir et on leur dit il n'y a plus de place parce que l'hébergement d'urgence est saturé. Donc c'est ceux qui appellent et la moitié, les 2/3 des personnes n'appellent même plus le 115. Mais enfin c'est notre indicateur. Et c'est 60% de plus qu'il y a un an. Ça qui est dingue, en un an. Oui, 30 à 40%. Ça a augmenté dans certaines villes de 60%, c'est dingue. Ça a augmenté sensiblement, malgré qu'on ait augmenté le nombre de places d'hébergement, pour les raisons qu'on vient d'évoquer au début de cet échange. C'est-à-dire, tout est bloqué dans le domaine du logement. Les personnes qui voudraient accéder à la propriété n'y arrivent pas, pour des raisons de coûts trop élevés de logement, des taux qui ont augmenté. Ceux qui voudraient bouger dans le logement social ne peuvent pas. Ils voudraient quitter le logement social, mais les marches pour aller dans le logement locatif privé sont trop hautes. Ceux qui sont dans l'hébergement d'urgence restent dans le logement ne peuvent pas accéder au logement social parce qu'il n'y a plus beaucoup de mouvement dans le logement social. Pour vous donner une idée, il y a certaines années où on libérait chaque année 500 000 logements sociaux. Aujourd'hui, c'est 420 000. Donc c'est 80 000 solutions en moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qui votre interlocuteur, sachant qu'il n'y a pas de ministre du Logement? Alors demain, quand on va présenter le rapport de la Fondation, ça sera Christophe Béchu qui sera présent, avec qui nous dialoguerons, avec qui nous ferons part aussi d'un certain nombre d'inquiétudes depuis le discours de politique générale. Le ministre de la Transition, du Logement
Il n'a plus une transition énergie, écologique. L'énergie, maintenant, c'est Bercy. Bercy. L'environnement. Transition, transports aussi. Logement, transport, la mer, les collectivités locales, ça fait beaucoup. Ouais. Et vous en parliez il y a un instant, le Premier ministre a fait des annonces hier sur le logement social, des annonces que vous avez prises comme un coup de massue. Il parle de la fameuse loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la SRU, qui oblige les communes à un taux minimal de logements sociaux. Écoutez. Vous le savez, d'ici 2025, toutes les communes soumises à la loi SRU doivent posséder au moins un quart de logements sociaux sur leur territoire. Nous proposerons et nous mettrons en débat d'ajouter pour une part les logements intermédiaires accessibles à la classe moyenne dans ce calcul des 25%. Est-ce que vous attendiez à ça? Pas du tout. Et parce que depuis que la loi a été votée en 2000, cette loi c'est quoi? C'est l'idée de dire, c'est quand même dommage s'il y a des villes qui ont 50% de logements sociaux et d'autres 5%. Il faudrait que l'effort soit mieux réparti. C'est une des plus belles lois de la République, qui vise à la cohésion sociale, qui vise à la cohésion territoriale. Alors, il y a eu au début, entre 2000 et 2006, 2007, ça a tangué un peu. Mais depuis, à droite, à gauche, au centre, c'était considéré comme une loi qu'il fallait respecter. Il n'y a pas de maire hors la loi? Ah, il y a des maires hors la loi. Alors attendez, ils préfèrent payer. Ce que je veux dire, c'est que là, on parle du gouvernement. On parle du gouvernement. Alors oui, le problème de cette annonce, c'est deux choses. Je vais vous expliquer assez simplement. Aujourd'hui, il y a 2/3 des communes qui ne respectent pas leurs obligations. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien, mais elles sont pas. Oui, c'est un niveau qu'on n'avait jamais atteint. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'elles ne le font pas et qu'elles ne sont pas en train de rattraper leur retard. Pour faire du logement social, vous l'avez dit dans l'introduction du sujet, ce que nous annonce le Premier ministre, c'est de faire rentrer dans le décompte de ce que doivent faire les communes des logements intermédiaires. C'est encore au-dessus. Pour vous donner une idée, ce que c'est qu'un logement intermédiaire. Allez, à Lyon, quand vous êtes un couple avec 2 enfants, si vous gagnez 7 500 € par mois, vous pouvez être dans un logement intermédiaire. C'est le plafond. Ce n'est pas du logement social. Ce n'est pas de ça dont ont besoin aujourd'hui les classes moyennes, les catégories modestes et a fortiori les plus pauvres. Donc, en fait, on dénature complètement la loi SRU. Là, pour le coup, c'est une attaque en règle, c'est une forme de trahison. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt, là? Je crois que il y a un débat sur les classes moyennes dans ce pays. Le gouvernement communique beaucoup en disant il faut absolument qu'on soutienne les classes moyennes. Mais nous aussi, on dit qu'il faut soutenir les classes moyennes. Mais c'est quoi les classes moyennes? Est-ce que c'est 7 500 €? Ben non. Je crois qu'il y a une volonté aussi d'adresser un message à certains maires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la prime aux maires qui n'ont pas construit depuis 20 ans. Il y en a plein qui sont sortis de la loi SRU. La ville de Paris, la ville la plus chère, elle va sortir de la loi SRU parce qu'elle a atteint ses 25% de logements sociaux. Parce qu'ils ont fait des efforts pendant 20 ans, comme des milliers de communes en France. Mais là, ceux qui n'ont pas fait pendant 20 ans, on leur dit maintenant, tu vas pouvoir régler une partie de ton problème de la loi SRU en faisant du logement intermédiaire et puis choisir les gens que tu vas mettre dedans. Mais ce n'est pas de ça dont les Français ont besoin aujourd'hui. Ce n'est pas ceux-là qui sont en difficulté aujourd'hui par rapport au logement. Marine Tonnelier. Moi, je suis effondrée par tout ça et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je devais résumer en une phrase, on a un gouvernement qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Il concède tout aux puissants et c'est toujours plus dur pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Parce que l'État, à la fin, c'est le dernier recours de ces gens-là. Et ce que je voulais dire aussi à M. Robert, on se connaît un petit peu, et à tous vos collègues qui sont dans le même type de poste que vous, qui sont délégués généraux, responsables d'associations qui luttent contre la pauvreté, contre le mal logement. Il y a cette société civile dans ce pays, elle est hyper riche. Et ils sont assommés et par les annonces que fait ce gouvernement et par la manière dont ils sont traités. Parce qu'on a un gouvernement qui maîtrise en fait la société civile, les corps intermédiaires, même la défenseur des droits, le CESE. Enfin, vous voyez, des choses qui normalement dans la société, dans le débat, quand on est politique, on écoute. Pendant les campagnes, on prend les propositions, on dit c'est des spécialistes du sujet, on va les écouter, on va faire comme ils disent, c'est intéressant, comment on peut vous aider. Et là, il y a un mépris tel de tout ce travail qui fait la richesse du lien social. Parce que ces assos, quand l'État ne fait pas son travail, il n'y a plus qu'elle à la fin. Et même là, c'est méprisé. Et donc, je trouve ça hyper dommage. Ça me rend souvent un peu triste. Mais quand on se retrouve tous ensemble, on se dit qu'il reste de belles personnes dans ce pays qui luttent, qui se résignent pas. Mais vraiment, c'est... Voilà. Quel intérêt la rencontre de Marie-Christophe Béchu? Vous allez lui dire ça, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. L'intérêt, il est immense. Il faut... Vous savez, certains s'accommoderaient bien, et je pointe personne du doigt, que ces choses-là ne soient pas visibles. Parce que personne n'est content de voir des personnes à la rue ou des personnes qui souffrent de froid dans leur logement, ou de voir augmenter la pauvreté, plus 500 000 pauvres. Un creusement des inégalités. Donc il faut le dire. Et puis il faut montrer que ça marche aussi quand on a des politiques publiques. Exactement. Je parle de cette loi SRU, mais on pourrait en prendre d'autres. Quand les politiques publiques choisissent
de soutenir les plus fragiles, et c'est le rôle de l'État, eh bien, ça fonctionne. Et quand tous les acteurs sont mobilisés, par rapport à ce que vous venez d'indiquer, moi, plus en plus, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que le logement, j'étais venu ici par rapport au Conseil national de refondation logement que j'avais co-animé, à la demande du président de la République. On ne pourra pas changer la société depuis le perron de l'Élysée ou de Matignon. Si on veut réussir le combat de la lutte contre les exclusions, si on veut réussir le défi écologique qui est devant nous et sur lequel il faut agir, il faut embarquer tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, demain, il y aura 3000 personnes à qui on va partager ce constat. Et on va débattre avec le ministre de la Cohésion des Territoires. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Pourquoi? Parce qu'autrement, les associations, on va écoper à la petite cuillère. Nous, à la Fondation, avec l'argent des donateurs, on aide au maximum des milliers de personnes, comme bien d'autres associations. Optimiste, il y a une lueur d'espoir? À un moment ou à un autre, ça changera de toute façon. Reprenez l'histoire de l'abbé Pierre. 60 ans de combat. Son dernier combat, c'est 2006, quand certains avaient voulu s'attaquer à la loi SRU. Juste avant de mourir, il est monté au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous, ça faisait un mois qu'on bataillait pour essayer de remettre la loi dans le bon sens. Eh bien, ceux qui voulaient la démolir ont reculé. Moi, j'en appelle à tout le monde de refuser l'inacceptable. Refuser qu'il y ait des personnes à la rue, des enfants à la rue. Refuser qu'une bonne loi de la République que tout le monde soutenait, à droite, à gauche, au centre, eh bien, soit fragilisée. C'est pas encore fait, le Premier ministre l'a annoncé, mais il faut un parcours législatif, il faut des lois, etc. Peut-être que si nous tous on dit, non, nous c'est pas ça qu'on veut pour le pays, c'est pour ça qu'on continue à dire, à agir et à faire savoir. Et on peut consulter le rapport sur le site de la Fondation Abbé Pierre, et je signale votre livre aussi qui va sortir à la fin du mois de février, qui s'appelle Pour les sans voix, c'est chez Artaud. Et restez avec nous, dans un instant on fera un don à la Fondation Abbé Pierre, donc juste prenez votre portable, ne l'ayez pas trop loin de vous, et puis on le fera tout à l'heure.